Le soleil de juin se levait à peine sur Lyon, baignant la rue des Marronniers d'une lumière dorée. Théodore Morel, héritier de l'empire pharmaceutique Morel & Fils, contemplait la façade imposante du centre médical Saint-Clément. Ses doigts tapotaient nerveusement le volant de sa Mercedes, garée discrètement dans une ruelle adjacente. Pour la première fois depuis l'inauguration 3 mois plus tôt, il avait décidé de visiter l'hôpital sans le cortège habituel de photographes et de cadres empressés. À 42 ans, Théodore portait le poids de son nom comme une armure. Grand, élégant, toujours impeccablement vêtu, il incarnait l'image même du success story à la française. Pourtant, ce matin-là, quelque chose était différent. Il avait délibérément choisi une tenue simple, un costume bleu marine sans cravate, une chemise blanche, des chaussures italiennes discrètes. Il voulait se fondre dans la masse, observer la réalité quotidienne de cet établissement qui, jusqu'ici, n'était pour lui qu'une ligne dans les comptes de sa fondation. « Monsieur Morel ?» La voix surprise de la réceptionniste le tira de ses pensées. « Nous n'attendions pas votre visite. »« C'est justement l'idée, » répondit-il avec un léger sourire, tout en parcourant du regard le hall d'entrée lumineux. Les murs, d'un blanc cassé apaisant, étaient ornés d'œuvres d'art locales. Son idée, une tentative de rendre l'endroit moins clinique. « Je souhaiterais faire une visite informelle des services, sans escorte si possible. » La réceptionniste hésita, ses doigts survolant nerveusement son clavier. « Bien sûr, monsieur, je dois juste vous faire un badge visiteur. » Théodore acquiesça, observant le va-et-vient des patients et du personnel. C'était l'heure de la relève, et le hall bourdonnait d'une activité ordonnée. Une jeune femme en uniforme d'infirmière passa près de lui, les bras chargés de dossiers. Elle ne lui accorda pas un regard, trop absorbée par sa conversation avec une collègue. Et Madame Dubois a enfin accepté son traitement. « Tu avais raison, Élise. Il suffisait de prendre le temps de l'écouter. » Ce fut ce détail qui attira son attention, une conversation authentique, dénuée de la déférence artificielle à laquelle il était habitué. Il suivit du regard la jeune femme qui s'éloignait. Elle avait quelque chose de différent, une présence naturelle, une façon de se mouvoir avec assurance, sans arrogance. « Voici votre badge, monsieur Morel », annonça la réceptionniste, le ramenant à la réalité. « Vous pouvez accéder à tous les étages, bien sûr. Le service de cardiologie vient d'être rénové, peut-être voudriez-vous commencer par là ?» Mais Théodore ne l'écoutait déjà plus. Son regard était fixé sur le couloir où avait disparu l'infirmière. Pour la première fois depuis des années, il ressentait quelque chose d'inhabituel, de la curiosité, non pas pour les équipements dernier cri ou les statistiques de performance, mais pour les personnes qui donnaient vie à ces murs. « Le service général, au 2e étage. » dit-il finalement. « Je commencerai par là. » Il ignorait encore que cette décision allait bouleverser sa vie. En franchissant les portes de l'ascenseur, Théodore Morel, l'homme qui avait tout planifié dans sa vie, s'apprêtait à faire une rencontre qui défierait toutes ses certitudes. Le 2e étage du centre médical Saint-Clément était un monde en soi. Théodore observait, fasciné, le ballet quotidien du personnel soignant. L'odeur de désinfectant se mêlait à celle du café fraîchement préparé dans la salle de repos. Il s'arrêta devant le tableau des services, étudiant les noms des équipes de garde. « Vous cherchez quelqu'un » La voix claire le fit sursauter. C'était elle, l'infirmière qu'il avait aperçue dans le hall. De près, elle était encore plus remarquable. Ses yeux noisettes reflétaient une intelligence vive, et ses cheveux châtains étaient rassemblés en un chignon pratique. Son badge indiquait « Élise Laurent ». « Non, j'observe simplement », répondit-il, surpris par sa propre hésitation. Elle le regarda avec une franchise déconcertante. « Ah, vous devez être de l'inspection. On nous avait prévenu qu'il y aurait des visites cette semaine. » Théodore fut tenté de corriger cette méprise, mais quelque chose le retint. Pour la première fois depuis des années, quelqu'un lui parlait sans le poids de son nom. « Comment trouvez-vous les nouveaux protocoles ?» demanda-t-il, saisissant l'opportunité. Élise pencha légèrement la tête, réfléchissant. « Honnêtement, certains changements sont bienvenus, surtout les nouveaux équipements. Mais d'autres... » Elle s'interrompit, comme pesant ses mots. « Continuez, je vous en prie. » D'autres semblent avoir été décidés par des gens qui n'ont jamais passé une journée à s'occuper de vrais patients. Son ton était direct, mais pas accusateur. Prenez Madame Dubois, par exemple.
Selon les nouveaux protocoles, elle aurait dû être transférée hier, mais elle avait besoin de temps pour accepter son traitement. Parfois, la médecine, c'est aussi savoir écouter. Théodore sentit quelque chose remuer en lui. Cette femme venait, en quelques phrases, de remettre en question des mois de planification méticuleuse. « Élise !» Une voix appela depuis le fond du couloir. « Le docteur Mercier te demande en consultation. »« Je dois y aller, » dit-elle avec un sourire d'excuse. « Si vous avez d'autres questions, je serai là jusqu'à 15 heures. » Elle s'éloigna d'un pas rapide, laissant Théodore avec une étrange sensation de regret. Il regarda sa montre, 10h30. Pour la première fois de sa vie, il envisagea de réorganiser son emploi du temps. La matinée passa comme dans un brouillard. Il parcourut les couloirs, écouta les conversations, observa les interactions. Mais ses pensées revenaient sans cesse à cette conversation impromptue. Élise Laurent avait fait plus que critiquer les protocoles. Elle avait montré une vision de la médecine qui lui était étrangère. Une vision où les chiffres et les procédures cédaient la place à l'humanité. À 14h45, il se retrouva comme par hasard près de la salle de repos du personnel. Élise en sortait, son sac à la main, visiblement prête à partir. « Ah, l'inspecteur mystérieux » dit-elle avec un sourire espiègle. « Verdict ?» Théodore hésita. Le moment était venu de révéler son identité, mais les mots restèrent coincés dans sa gorge. « J'aimerais en savoir plus sur vos observations. Peut-être autour d'un café ?» Les yeux d'Élise s'élargirent légèrement de surprise. « Je ne mélange pas travail et... Non, désolé, ce ne serait pas professionnel. »« Bien sûr, » répondit-il rapidement, se maudissant intérieurement. « Je comprends parfaitement. » Elle hocha la tête poliment et se dirigea vers les ascenseurs. Théodore la regarda partir, conscient qu'il venait de commettre une erreur. Non seulement il avait maintenu une fausse identité, mais il avait aussi franchi une ligne qu'il n'aurait pas dû approcher. Ce soir-là, dans son bureau du siège de Morel & Fils, il ne put se concentrer sur aucun dossier. Son esprit revenait sans cesse à cette rencontre, à cette femme qui avait bouleversé ses certitudes en quelques heures à peine. Il savait qu'il devrait retourner à l'hôpital, ne serait-ce que pour rétablir la vérité. Ce qu'il ignorait encore, c'était à quel point cette décision allait transformer sa vie. Les jours suivants furent un tourment pour Théodore. Chaque matin, il se réveillait avec la ferme intention d'avouer la vérité à Élise, et chaque soir, il reportait sa décision. Le centre médical Saint-Clément était devenu une obsession. Il passait des heures à étudier les rapports d'activité, les suggestions du personnel, les commentaires des patients, tout ce qui pouvait lui donner un aperçu du monde d'Élise. Un matin, alors qu'il relisait pour la énième fois le dossier du service général, sa sœur Céleste fit irruption dans son bureau. « Tu vas me dire ce qui se passe ?» demanda-t-elle sans préambule, s'installant dans le fauteuil en face de lui. Depuis une semaine, tu passes plus de temps à étudier les rapports de l'hôpital que les projets d'expansion du groupe. » Théodore soupira. Céleste avait toujours eu le don de lire en lui comme dans un livre ouvert. « Je veux comprendre comment fonctionne réellement l'établissement. »« Vraiment ?» Elle haussa un sourcil sceptique. « Ça n'aurait rien à voir avec une certaine infirmière du 2e étage ?» Il se figea. « Comment ? Oh, je t'en prie. Les murs ont des oreilles. Surtout dans notre milieu, une de mes amies a un cousin qui travaille à l'accueil. Elle m'a raconté ta petite visite incognito. » Elle se pencha en avant, le regard sérieux. « Théo, à quoi tu joues ?»« Je ne joue pas, » protesta-t-il faiblement. « J'essaie de comprendre. »« De comprendre quoi? Comment vit le petit peuple ?» Son ton s'adoucit devant l'expression blessée de son frère. « Écoute, je sais que tu as toujours voulu faire les choses différemment de père. Mais il y a des limites à ne pas franchir. » À cet instant, la porte s'ouvrit à nouveau, laissant entrer Louise, sa secrétaire. « Monsieur Morel, le conseil d'administration demande votre présence immédiate. Il y a eu un incident à l'hôpital. » Théodore se leva d'un bond. « Quel genre d'incident? Une manifestation. Apparemment, la rumeur d'une privatisation partielle des services s'est répandue parmi le personnel. » Son cœur se serra. Il n'avait même pas été mis au courant de ce projet. « Qui a autorisé ?»« Le conseil, bien sûr, » répondit Céleste calmement. « C'était dans les documents que tu devais signer la semaine dernière. » La réalisation le frappa comme un coup de poing. Il avait été tellement absorbé par ses pensées pour Élise
qu'il avait négligé ses responsabilités. Sans un mot de plus, il attrapa sa veste et se précipita vers la salle du conseil. La réunion fut houleuse. Les membres du conseil, majoritairement des amis de son père, défendirent la décision de privatiser certains services spécialisés. « C'est une question de rentabilité », argumentait-il. « L'hôpital ne peut pas continuer à fonctionner à perte. » Mais Théodore ne pouvait s'empêcher de penser aux paroles d'Élise sur l'importance de l'humain dans les soins. Il revoyait les visages des patients, entendait les conversations des soignants. « Je veux voir les chiffres exacts », déclara-t-il finalement. « Tous les chiffres, et je veux parler au personnel avant toute décision définitive. Tu dépasses tes prérogatives », gronda l'un des administrateurs. « Ton rôle est de valider les décisions du conseil, pas de les remettre en question. » « Mon rôle, » répondit Théodore en se levant, « est de m'assurer que l'héritage de mon grand-père serve le bien commun, et je compte bien l'honorer. » En quittant la salle, il croisa le regard désapprobateur de sa sœur. Pour la première fois de sa vie, il se sentait à la fois complètement perdu et parfaitement lucide. Il savait qu'il devrait bientôt faire un choix, entre le monde dans lequel il avait grandi et celui qu'Élise lui avait fait entrevoir. Entre ce qu'on attendait de lui et ce que son cœur lui dictait. Son téléphone vibra. Un message de Louise. La presse est déjà sur place à l'hôpital. Ils demandent une déclaration officielle. Théodore desserra sa cravate. L'heure de la vérité avait sonné dans tous les sens du terme. Le centre médical Saint-Clément bourdonnait d'une énergie inhabituelle. Des groupes de personnel hospitalier s'étaient rassemblés devant l'entrée principale, brandissant des pancartes artisanales « La santé n'est pas une marchandise »,« Non à la privatisation »,« Sauvons notre hôpital ». Théodore gara sa voiture à distance, observant la scène avec un mélange d'appréhension et de culpabilité. Les journalistes, comme des vautours, tournaient autour des manifestants, micros tendus. Et là, au milieu de tout ce chaos, il la vit. Élise parlait avec passion à ses collègues, son badge d'infirmière brillant au soleil. Il inspira profondément et sortit de sa voiture. L'effet fut immédiat, les flashs crépitèrent, les journalistes se précipitèrent vers lui. « Monsieur Morel, est-il vrai que l'hôpital va être privatisé ? Que répondez-vous aux accusations de trahison sociale? Les emplois sont-ils menacés ?» Mais Théodore ne les entendait pas. Son regard était fixé sur Élise, qui venait de se figer en le reconnaissant. La surprise, puis la compréhension, et enfin la déception se succédèrent sur son visage. Elle laissa tomber sa pancarte et rentra précipitamment dans l'hôpital. « Élise !» cria-t-il, fendant la foule pour la suivre. Les journalistes s'écartèrent, surpris par ce comportement inhabituel du toujours composé Théodore Morel. Il la rattrapa près des ascenseurs. « Élise, je peux vous expliquer ?»« M'expliquer quoi, monsieur Morel ?» Sa voix tremblait de colère contenue. « Comment vous vous êtes moqué de moi, ou comment vous planifiez de transformer cet hôpital en entreprise commerciale? Ce n'est pas ce que vous croyez. Je n'étais pas au courant pour la privatisation. » « Vraiment ? Le grand patron n'était pas au courant des décisions concernant son propre hôpital ?» Elle appuya rageusement sur le bouton de l'ascenseur. « Vous savez ce qui est le plus triste? J'ai vraiment cru que vous étiez différent, que vous vous souciez sincèrement des patients, du personnel. » L'ascenseur arriva avec un ding qui sembla résonner dans le silence tendu. « Je m'en soucie, » dit-il doucement, « plus que vous ne le pensez. Ces derniers jours m'ont ouvert les yeux sur beaucoup de choses. » Elle se tourna vers lui, ses yeux brillants de larmes retenues. « Alors, prouvez-le. Pas avec des mots, monsieur Morel, avec des actes. » Les portes de l'ascenseur se refermèrent, laissant Théodore seul dans le hall. Son téléphone vibrait sans arrêt dans sa poche, probablement Céleste ou le conseil d'administration. Mais pour la première fois de sa vie, les attentes de sa famille et les obligations de son nom lui semblaient dérisoires face à ce qu'il risquait de perdre. Il sortit son téléphone et composa le numéro de son avocat. « Pierre, c'est Théodore. J'ai besoin que vous prépariez quelque chose pour moi, une restructuration complète du conseil d'administration du centre médical. »« Monsieur Morel, » répondit l'avocat, « vous savez que c'est une procédure complexe. Le conseil a des droits statutaires. Je ne veux pas savoir ce qui est compliqué. Je veux savoir ce qui est possible. » Son ton était ferme. Cet hôpital était le rêve de mon grand-père. Un lieu où chacun,
quelle que soit sa situation, pourrait recevoir des soins de qualité. J'ai failli à sa vision en laissant d'autres décider à ma place. C'est fini. Il raccrocha et se dirigea vers son bureau temporaire dans l'hôpital. Sur son chemin, il croisa Madame Dubois, la patiente dont Élise lui avait parlé lors de leur première rencontre. Elle lui sourit timidement, sans savoir qui il était. Ce sourire lui rappela pourquoi cet endroit était spécial. Ce n'était pas une ligne dans un bilan comptable, c'était un refuge, un lieu d'espoir, et il était temps que son propriétaire se batte pour le préserver. S'asseyant à son bureau, il commença à rédiger un communiqué de presse. Les mots vinrent naturellement. Le centre médical Saint-Clément réaffirme sa mission sociale. Aucune privatisation n'est envisagée. Une nouvelle gouvernance participative sera mise en place. Il savait que sa décision allait déclencher un séisme dans sa famille et dans le conseil d'administration. Mais pour la première fois depuis longtemps, il se sentait en paix avec lui-même. Restait à convaincre Élise que ses intentions étaient sincères, et cela, il le savait, serait peut-être le plus grand défi de tous. Les jours qui suivirent, la manifestation transformèrent le centre médical Saint-Clément en une ruche bourdonnante de rumeurs et d'espoir. Le communiqué de presse de Théodore avait fait l'effet d'une bombe dans les médias locaux. « L'héritier Morel défie son conseil d'administration », titrait Le Progrès. « Une révolution sociale au cœur de Lyon », annonçait Lyon-Capitale. Dans les couloirs de l'hôpital, Élise tentait de maintenir une routine normale, mais son esprit vagabondait sans cesse vers Théodore. Elle l'apercevait parfois, plongée dans d'interminables réunions avec le personnel, écoutant attentivement les suggestions de chacun, prenant des notes dans un petit carnet en cuir. Il avait troqué ses costumes 3 pièces contre des tenues plus décontractées, comme s'il cherchait à effacer la distance qui le séparait des équipes. Un matin, alors qu'elle prenait son café dans le petit jardin intérieur de l'hôpital, sa collègue Sophie vint s'asseoir près d'elle. « Tu sais, » dit Sophie en soufflant sur son café fumant, « il a passé 2 heures hier avec l'équipe de nuit. Il voulait comprendre pourquoi nous manquions de personnel pendant ces horaires. » Élise hocha la tête distraitement. « Il essaie de se racheter une conscience. Ou peut-être qu'il essaie sincèrement de changer les choses. » Sophie la regarda du coin de l'œil. « J'ai vu comment il te regarde quand tu passes, et comment tu l'évites. Ce n'est pas si simple, » soupira Élise. « Il m'a menti, Sophie. Il s'est fait passer pour quelqu'un d'autre. Et pourtant, c'est peut-être grâce à ce mensonge qu'il a vu la réalité de notre travail. » Sophie se leva, posant une main sur l'épaule de son amie. Parfois, les gens ont besoin de porter un masque pour découvrir leur vrai visage. Cette conversation résonna dans l'esprit d'Élise toute la journée. Entre 2 patients, elle repensait au moment partagé avec Théodore, à la sincérité qu'elle avait perçue dans ses yeux ce jour-là, avant de découvrir qui il était vraiment. L'après-midi, alors qu'elle mettait à jour ses dossiers dans la salle de repos, une petite agitation attira son attention. Théodore était dans le couloir, en grande discussion avec Madame Dubois qui sortait de sa consultation de contrôle. « Vous voyez, Monsieur Morel, disait la vieille dame avec animation, grâce à Mademoiselle Laurent, j'ai compris l'importance de mon traitement. Elle prend le temps d'expliquer, d'écouter. C'est rare de nos jours. »« Je sais, » répondit doucement Théodore. « Elle m'a appris la même chose, l'importance d'écouter, de voir au-delà des apparences. » Élise sentit son cœur faire un bond. Elle se replongea précipitamment dans ses dossiers quand Théodore passa devant la salle de repos, mais pas assez vite pour éviter son regard. Un silence chargé d'émotion s'installa. « Le conseil d'administration se réunit demain, » dit-il finalement, restant sur le seuil. « J'aimerais que vous soyez présente, en tant que représentante du personnel soignant. » Elle leva les yeux, surprise. « Moi? Qui mieux que vous pour défendre l'âme de cet hôpital ?» Un léger sourire apparut sur ses lèvres. « Après tout, c'est vous qui m'avez ouvert les yeux. » Avant qu'elle ne puisse répondre, une urgence fut annoncée dans les haut-parleurs. Élise se leva d'un bond, son instinct professionnel prenant le dessus. « Je dois y aller, » dit-elle, hésitant une fraction de seconde. « Je sais, » répondit-il simplement. « La réunion est à 14 heures. Venez si vous le souhaitez. » Elle courut vers l'urgence, son cœur battant un peu plus vite que nécessaire. Cette nuit-là, en rentrant chez elle dans son petit appartement de Villeurbanne,
Élise resta longtemps à sa fenêtre, contemplant les lumières de Lyon. Elle pensait à sa mère, qui avait sacrifié tant pour lui permettre de faire ses études d'infirmière. Elle pensait à ses patients, à ses collègues, à tout ce que représentait le centre médical Saint-Clément. Et elle pensait à Théodore Morel, l'homme qui avait choisi de remettre en question tout son monde pour défendre une vision plus humaine de la médecine. Peut-être que Sophie avait raison. Peut-être que certains mensonges ouvrirent la voie à de plus grandes vérités. Sa décision était prise. Demain, à 14 heures, elle serait là. Non pas pour Théodore, se dit-elle, mais pour tout ce en quoi elle croyait. Même si, au fond d'elle, elle savait que ces deux choses commençaient dangereusement à se confondre. La salle du conseil, située au dernier étage du centre médical Saint-Clément, offrait une vue imprenable sur la place Bellecour. Élise, arrivée quelques minutes avant l'heure, fut frappée par le contraste entre le luxe feutré de cet espace et l'agitation des services qu'elle venait de quitter. Les murs lambrissés, la longue table en acajou, les fauteuils en cuir, tout respirait le pouvoir et l'argent. Les membres du conseil arrivèrent un à un, lui jetant des regards intrigués ou dédaigneux. Céleste Morel, particulièrement élégante dans son tailleur Chanel, s'arrêta devant elle. « Alors c'est vous », dit-elle, l'observant avec une curiosité non dissimulée. « La fameuse infirmière qui a fait perdre la tête à mon frère. Je suis venue représenter le personnel soignant, » répondit calmement Élise, refusant de se laisser intimider. « Bien sûr », sourit Céleste, mais son sourire n'atteignait pas ses yeux. « Comme c'est démocratique », Théodore entra à ce moment, accompagné de son avocat. Il portait un costume sombre qui lui rendait toute son autorité naturelle, mais son visage trahissait une certaine tension. Ses yeux croisèrent ceux d'Élise, et un soulagement visible détendit ses traits. « Mesdames et messieurs, » commença-t-il une fois tout le monde installé, « nous sommes réunis aujourd'hui pour redéfinir l'avenir du centre médical Saint-Clément. » L'avocat distribua des dossiers, tandis que Théodore poursuivait « J'ai passé ces dernières semaines à étudier en détail le fonctionnement de notre établissement. Pas à travers des rapports financiers, mais sur le terrain. Ce que j'ai découvert m'a fait comprendre que nous nous égarions. »« Nous nous égarions ?» interrompit un membre du conseil, Arthur Delorme, ami de longue date de son père. « Ce sont les chiffres qui s'égarent, mon garçon. Les coûts explosent. Les marges. » « Les marges ?» La voix d'Élise s'éleva, claire et ferme. Tous les regards se tournèrent vers elle. « Pardonnez-moi, mais depuis quand un hôpital doit-il générer des marges comme une entreprise commerciale ?» Un murmure désapprobateur parcourut l'assemblée, mais Théodore lui fit signe de continuer. « Chaque jour, » poursuivit-elle, « je vois des patients qui retardent leurs soins par peur des coûts, des familles qui s'endettent pour payer des traitements. Si nous privatisons certains services, que leur dirons-nous? Désolé, votre maladie n'est pas assez rentable. » Mademoiselle Laurent marque un point essentiel, reprit Théodore. Mon grand-père n'a pas créé cet hôpital pour enrichir des actionnaires, mais pour servir la communauté. J'ai ici un nouveau plan de gouvernance. Il exposa alors sa vision, un conseil d'administration renouvelé, intégrant des représentants du personnel et des patients, une réorientation des investissements vers la qualité des soins plutôt que le profit, des partenariats avec des associations locales. « C'est de la folie !» explosa Delorme. « Le Conseil n'acceptera jamais. Le Conseil n'a pas le choix. » intervint l'avocat. « En tant qu'actionnaire majoritaire, M. Morel a le pouvoir de... » « Théodore, » coupa Céleste, « réfléchis bien. »« Et père serait... Père n'est plus là, » répondit-il doucement, « et je dois suivre ma conscience. » La réunion se prolongea pendant des heures. Des arguments furent échangés, des voix s'élevèrent, des menaces à peine voilées furent proférées. Mais Théodore resta inébranlable, soutenu par la présence silencieuse d'Élise. Quand enfin les derniers membres du conseil quittèrent la salle, seuls restèrent Théodore, Élise et Céleste. Cette dernière regardait son frère avec un mélange de frustration et d'admiration. « Tu sais que tu viens de te mettre à dos la moitié de la haute société lyonnaise ?» dit-elle. « Je sais, et que certains ne te le pardonneront jamais, je survivrai. » Céleste soupira puis se tourna vers Élise. « Prenez soin de lui. Il est têtu et parfois insupportable, mais c'est quelqu'un de bien. » Sur ces mots, elle sortit, laissant derrière elle un silence chargé d'émotion.
Merci d'être venu, dit finalement Théodore. Élise hocha la tête, ne faisant pas confiance à sa voix. Le soleil couchant inondait la pièce, donnant à ce moment une qualité presque irréelle. Ils restèrent ainsi, côte à côte, regardant Lyon s'embraser dans la lumière du soir, conscients que quelque chose d'important venait de changer, non seulement pour l'hôpital, mais aussi entre eux. Les semaines suivant la réunion du Conseil apportèrent leur lot de changements au centre médical Saint-Clément. Dans les couloirs, on sentait une énergie nouvelle, un optimisme prudent mais grandissant. Les équipes médicales participaient désormais activement aux décisions et leurs suggestions étaient enfin entendues. Un matin d'automne, alors que les marronniers de la rue commençaient à se parer d'or, Élise découvrit une petite enveloppe dans son casier. À l'intérieur, une simple carte. « Café Bellecour, 16 heures aujourd'hui. Je promets de ne pas me faire passer pour quelqu'un d'autre cette fois. TM. » Elle ne put s'empêcher de sourire. Depuis la réunion du conseil, leurs interactions s'étaient limitées à des échanges professionnels, toujours en présence d'autres personnes. Cette invitation représentait un pas vers quelque chose de plus personnel. L'après-midi, après sa garde, Élise hésita longuement devant son casier. Devait-elle se changer, garder sa tenue d'infirmière? Ce genre de questionnement ne lui ressemblait pas. « Tu devrais y aller, » dit Sophie, qui l'observait depuis la porte. « Et non, ne te change pas, il doit t'accepter tel que tu es. » Le Café Bellecour était un établissement élégant mais sans prétention, niché dans un angle de la célèbre place. Théodore l'attendait à une table discrète près de la fenêtre, contemplant les passants. Il s'était visiblement changé après sa journée de travail, optant pour une tenue décontractée qui lui allait bien. « J'avais peur que vous ne veniez pas, » dit-il en se levant pour l'accueillir. « Je ne savais pas si je devais venir, » répondit-elle honnêtement. Un serveur s'approcha pour prendre leur commande. Une fois seul, un silence gêné s'installa. « Comment va votre mère ?» demanda finalement Théodore. Élise le regarda avec surprise. « Comment savez-vous pour ma mère ?»« J'ai lu votre dossier personnel, » admit-il, légèrement embarrassé. « Je sais qu'elle vit seule à Villeurbanne et qu'elle a des problèmes de santé. Vous avez lu mon dossier ?» Elle aurait dû se sentir offensée, mais étrangement, ce n'était pas le cas. C'est inhabituel comme façon de faire connaissance. Rien n'est vraiment habituel entre nous, n'est-ce pas? Il sourit. Je sais que j'ai mal commencé. Le mensonge, puis toute cette histoire de privatisation. Mais ces dernières semaines m'ont transformé. Vous m'avez transformé. Leurs boissons arrivèrent. Un café noir pour lui, un thé vert pour elle. Élise observa la vapeur s'élever de sa tasse, cherchant ses mots. « L'hôpital change », dit-elle finalement. « Les équipes sont plus sereines, les patients plus confiants. C'est ce que vous avez fait qui compte, pas comment nous avons commencé. Ce que nous avons fait, corrigea-t-il doucement. Sans vous, je serais resté aveugle à la réalité du terrain. » Elle leva les yeux vers lui, touchée par sa sincérité. « Pourquoi m'avoir invité aujourd'hui ? Parce que je ne veux plus me cacher derrière des prétextes professionnels. Parce que chaque fois que vous passez dans un couloir, mon cœur s'arrête un instant. Parce que, Monsieur Morel, » une voix les interrompit. Une femme élégante d'un certain âge se tenait près de leur table. « Quelle surprise! Je ne savais pas que vous fréquentiez cet endroit. » Théodore se raidit imperceptiblement. « Madame Dufour, quel plaisir! Je vous présente Mademoiselle Laurent, responsable des relations avec le personnel au centre médical. » Élise nota le mensonge par omission, mais joua le jeu, échangeant des politesses avec la dame qui finit par s'éloigner après quelques minutes de conversation mondaine. « Responsable des relations avec le personnel ?» demanda-t-elle une fois seule. « Je suis désolé, soupira-t-il, c'est un réflexe. La haute société lyonnaise est un petit monde, les ragots vont vite, et une simple infirmière ferait tâche dans ce monde. » Sa voix était plus blessée qu'elle ne l'aurait voulu. « Non !» Il posa sa main sur la sienne, un geste spontané qui les surprit tous les deux. « C'est exactement ce que je ne veux plus faire, me conformer aux attentes des autres. Vous êtes bien plus qu'une simple infirmière, Élise. Vous êtes la personne la plus authentique, la plus passionnée que j'ai jamais rencontrée. » Le contact de sa main était chaud, réconfortant. Élise sentit son cœur s'accélérer, mais ne retira pas sa main. « Alors prouvez-le, » murmura-t-elle, reprenant inconsciemment les mots qu'elle lui avait lancés lors de leur confrontation. « Pas avec des mots, »
avec des actes, compléta-t-il. Je sais, et je compte bien le faire, si vous me laissez une chance. Au dehors, les derniers rayons du soleil doraient la place Bellecour, transformant les façades en tableaux impressionnistes. Dans ce café, à cette heure suspendue entre jour et nuit, deux mondes différents commençaient enfin à trouver leur point de rencontre. L'automne s'installait doucement sur Lyon, et avec lui, les rumeurs commençaient à circuler dans les cercles de la haute société. Les rencontres discrètes entre Théodore Morel et une certaine infirmière n'étaient plus passées inaperçues. Le Lyon Capital avait même publié un article ambigu sur la transformation radicale de l'héritier Morel, accompagné d'une photo floue du couple au café Bellecour. Un soir, alors qu'Élise rangeait des dossiers dans le bureau des infirmières, Sophie fit irruption, un magazine à la main. « Tu as vu ça ?» demanda-t-elle essoufflée. « Tu es en première page de Lyon Society ?» Élise arracha presque le magazine des mains de son amie. Le titre criait « L'héritier Morel et la mystérieuse infirmière, romance ou scandale ?» Une photo d'elle et Théodore, prise à leur insu dans le jardin de l'hôpital, illustrait l'article. « Source proche de la famille », lut Sophie par-dessus son épaule, s'inquiète de l'influence grandissante d'une jeune infirmière sur l'héritier de l'empire pharmaceutique Morel. « C'est ridicule », murmura Élise, mais son cœur battait la chamade. À cet instant, son téléphone vibra. Un message de Théodore. « Dîner ce soir, je dois te parler de quelque chose d'important. » Le restaurant qu'il avait choisi était une petite brasserie traditionnelle dans le vieux Lyon, loin des endroits chics où on aurait pu s'attendre à le trouver. Quand Élise arriva, il l'attendait dans un coin discret, une expression préoccupée sur le visage. « Tu as vu l'article ?» dit-il. Ce n'était pas une question. Difficile de le manquer. Elle s'assit face à lui. C'est source proche de la famille. Céleste pense que c'est la femme de Delorme. Elle était furieuse quand elle a lu ça. Il eut un petit rire sans joie. Pas à cause des ragots, mais parce que quelqu'un a osé s'attaquer à toi. Céleste? Élise était surprise. Je croyais qu'elle désapprouvait. Ma sœur est compliquée, sourit Théodore. Elle s'inquiétait pour moi au début, mais elle t'a vu à l'œuvre pendant la réunion du conseil. Elle respecte les gens qui ont du caractère. Le serveur vint prendre leur commande, leur laissant un moment pour rassembler leurs pensées. Ce n'est pas la seule raison pour laquelle je voulais te voir ce soir, reprit Théodore. L'hôpital organise son gala annuel la semaine prochaine. Traditionnellement, c'est un événement majeur pour récolter des fonds et tu veux que je reste discrète ?» termina Élise, une pointe d'amertume dans la voix. « Non. » Il prit sa main par-dessus la table. « Je veux que tu m'accompagnes, officiellement. » Comme ma compagne. Élise sentit son cœur faire un bond. « Théodore, je sais que ce sera difficile. Il y aura des regards, des commentaires, mais je ne veux plus me cacher. Ces derniers mois avec toi m'ont appris que la vraie valeur d'une personne n'a rien à voir avec son compte en banque ou son nom de famille. Ce n'est pas si simple, murmura-t-elle. Je ne connais rien à ton monde. Les galas, les mondanités. Mon monde a besoin de changer, répondit-il fermement. Et tu m'as déjà prouvé que tu savais tenir tête à n'importe qui. Leur dîner arriva, mais Élise avait perdu l'appétit. Elle pensait à sa mère, qui travaillait encore comme femme de ménage à Villeurbanne, à ses collègues de l'hôpital, au regard qu'elle devrait affronter. « Il y a autre chose », dit Théodore doucement. « J'ai parlé à l'assistante sociale de l'hôpital. Ta mère pourrait bénéficier d'un nouveau programme de soins à domicile que nous mettons en place. Ce n'est pas du favoritisme, ajouta-t-il rapidement. Elle remplit tous les critères. » Les larmes montèrent aux yeux d'Élise. C'était exactement ce genre d'attention, cette façon de comprendre ce qui comptait vraiment pour elle, qui l'avait fait tomber amoureuse de lui. « D'accord, » dit-elle finalement. « D'accord, pour le gala, je viendrai avec toi. » Elle serra sa main. « Mais je garde ma propre robe, pas de Chanel ou de Dior. » Il rit, un rire sincère et soulagé. « Tu seras la plus belle dans n'importe quelle tenue. » Dehors, les ruelles pavées du vieux Lyon résonnaient des pas des promeneurs du soir. Dans ce quartier historique, où les siècles se mélangeaient harmonieusement, leur amour semblait soudain moins impossible. Après tout, Lyon n'avait-elle pas toujours été une ville où les différences finissaient par se fondre en une belle unité?
La semaine précédant le gala fut un tourbillon d'activités au centre médical Saint-Clément. Les équipes s'affairaient à transformer le grand hall en salle de réception sous la direction experte de Céleste, qui avait pris l'événement en main avec son efficacité habituelle. « Non, non et non !» s'exclama-t-elle, observant les ouvriers installer les décorations. « Les compositions florales doivent être plus hautes. Nous voulons créer une atmosphère élégante, pas un buffet de garden party. » Élise, qui passait par là entre deux patients, ne put s'empêcher de sourire. Céleste la repéra et lui fit signe d'approcher. « Ah, Élise, j'allais justement t'appeler. » Elle sortit son téléphone et commença à faire défiler des photos. « J'ai repéré quelques robes qui seraient parfaites pour... »« J'ai déjà ma tenue, » l'interrompit doucement Élise. « Mais merci de proposer. » Céleste la regarda avec un mélange de frustration et d'admiration. « Tu es aussi têtu que mon frère. Très bien, mais au moins, laisse-moi t'aider pour les accessoires. Une simple paire de boucles d'oreilles, rien de plus. » Avant qu'Élise ne puisse protester, Sophie apparut au bout du couloir. « Élise, on a besoin de toi en pédiatrie. Sauvée par le gong !» murmura Élise, avec un clin d'œil à Céleste, avant de s'éclipser. Plus tard dans la journée, alors qu'elle prenait une pause bien méritée dans le jardin intérieur, elle reçut un message de sa mère. « Ma chérie, l'infirmière à domicile est venue aujourd'hui. C'est comme avoir un ange gardien. Merci d'avoir arrangé ça. » Élise sourit, touchée. Elle n'avait pas dit à sa mère que c'était grâce à Théodore. Marie-Laurent était une femme fière, qui avait travaillé dur toute sa vie pour élever seule sa fille. Accepter de l'aide n'avait pas été facile pour elle. « Je peux me joindre à vous ?» La voix de Théodore la fit sursauter. Il portait une simple chemise blanche et un pantalon noir, sa tenue de travail habituelle désormais. « Comment va la préparation du gala ?» demanda-t-elle alors qu'il s'asseyait près d'elle. « Céleste est dans son élément. Je crois qu'elle s'amuse plus que lors de son propre mariage. » Il hésita un instant. « J'ai appris que tu avais refusé son aide pour la robe. Je ne veux pas être une poupée qu'on habille pour la présenter en société. » Elle tourna son visage vers lui. « Tu comprends ? » « Bien sûr. » Il prit sa main, un geste devenu naturel entre eux. « Mais tu dois comprendre aussi que Céleste essaie à sa façon de te protéger. Ce monde peut être cruel. »« Je sais. » Elle serra sa main. « Mais je dois y faire face à ma façon. Si je commence à changer qui je suis pour leur plaire, où cela s'arrêtera-t-il ?» Un groupe d'infirmières passa près d'eux, chuchotant et souriant. Élise rougit légèrement, mais ne lâcha pas la main de Théodore. « Tu sais, » dit-il après un moment, « mon grand-père aurait adoré te rencontrer. Il venait d'un milieu modeste, lui aussi. C'est en travaillant comme apprenti pharmacien qu'il a commencé à développer ses premières formules. Vraiment ? Je croyais que les Morel avaient toujours été riches ? Non. Grand-père disait toujours que l'argent ne devait être qu'un outil pour faire le bien, jamais une fin en soi. » Il sourit tristement. « Je crois que j'avais oublié ça avant de te rencontrer. » Une sonnerie retentit, rappelant Élise à ses obligations. Elle se leva, lissant son uniforme. « Le gala est dans 2 jours, » dit Théodore. « Tu es sûr que tu ne veux pas ? Fais-moi confiance, » l'interrompit-elle avec un sourire mystérieux. « Ma robe sera parfaite. » Elle s'éloigna, le laissant pensif dans le jardin. En retournant à son bureau, elle croisa Madame Dubois, qui sortait d'une consultation. « Ah, mademoiselle Laurent !» L'elderly dame lui fit signe. « J'ai quelque chose pour vous. » Elle sortit de son sac un petit paquet soigneusement emballé. « C'était à ma fille. Elle n'en aura plus besoin maintenant. Et je voudrais que vous l'ayez pour le gala. » Élise ouvrit délicatement le paquet. À l'intérieur, dans un écrin de velours, reposait un délicat collier de perles. « Madame Dubois, je ne peux pas... » « Bien sûr que si. » La vieille dame posa sa main ridée sur celle d'Élise. « Vous m'avez rendu espoir en l'humanité. Et puis, j'ai vu comment Monsieur Morel vous regarde. C'est le même regard que mon Henri avait pour moi il y a 50 ans. L'amour ne connaît pas les classes sociales, ma petite. » Les yeux humides, Élise serra Madame Dubois dans ses bras. Dans 2 jours, elle affronterait le monde de Théodore. Mais elle le ferait avec la force de tous ceux qui croyaient en elle, sa mère, ses patients, ses collègues. Et surtout, elle le ferait en restant fidèle à elle-même.
Le grand hall du centre médical Saint-Clément était méconnaissable. Les lustres en cristal avaient remplacé les néons habituels, projetant une lumière dorée sur les murs ornés de tentures de soie. Les compositions florales de Céleste s'élevaient majestueusement, créant des allées naturelles où circulaient serveurs et invités en tenue de soirée. Dans les vestiaires transformés en salons d'habillage pour le personnel, Sophie aidait Élise à mettre la dernière touche à sa tenue. « Tu es magnifique !» souffla Sophie, reculant d'un pas pour admirer son amie. Élise se tourna vers le miroir. Sa robe, une création simple mais élégante qu'elle avait fait faire par une couturière de Villeurbanne, était d'un bleu profond qui rappelait la couleur de la nuit. Le tissu, une soie naturelle qu'elle avait économisée pendant des mois pour s'offrir, tombait en plis fluides jusqu'à ses chevilles. Le collier de perles de Madame Dubois brillait doucement à son cou, seul ornement avec une paire de petites boucles d'oreilles en argent, le cadeau que Céleste avait insisté pour lui faire. « Tu crois que… » commença Élise, mais elle fut interrompue par l'arrivée de Céleste. « Oh mon Dieu !» s'exclama la sœur de Théodore, s'arrêtant net sur le seuil. « Tu es… horrible !» suggéra Élise avec un sourire nerveux. « Parfaite !» corrigea Céleste, s'approchant pour ajuster une mèche de cheveux. « Simple, élégante et totalement toi-même. J'aurais dû te faire confiance. » Un coup discret à la porte les fit se retourner. C'était Madame Dubois, resplendissante dans une robe vintage. « Je voulais voir comment allaient mes perles, » dit-elle avec un clin d'œil. « Et je ne suis pas déçue. » Les premières notes de musique leur parvinrent depuis le hall. L'orchestre commençait à jouer, signalant le début officiel de la soirée. « C'est l'heure, » dit Céleste, consultant son téléphone. « Théodore t'attend en bas de l'escalier principal. » Élise prit une profonde inspiration. « Je vous rejoins dans un moment. J'ai besoin d'une minute. » Restée seule, elle s'approcha de la fenêtre. La nuit était tombée sur Lyon, et les lumières de la ville scintillaient comme autant d'étoiles. Quelque part, là-bas, dans son petit appartement de Villeurbanne, sa mère regardait probablement la télévision, ignorant que sa fille s'apprêtait à faire son entrée dans le monde qui lui avait toujours semblé si lointain. Le trajet jusqu'à l'escalier principal lui parut interminable. Chaque pas résonnait dans les couloirs, inhabituellement silencieux. Puis elle le vit. Théodore l'attendait au pied des marches, sublime dans son smoking noir. Quand il leva les yeux vers elle, le temps sembla s'arrêter. Son visage s'illumina d'un sourire qui effaça instantanément toutes les craintes d'Élise. « Tu es extraordinaire », murmura-t-il quand elle arriva à sa hauteur. « Tu n'es pas mal non plus », répondit-elle, retrouvant son assurance. Il lui offrit son bras. « Prête à affronter les lions ? Avec toi ? Toujours. » Ils entrèrent ensemble dans le hall transformé. Un murmure parcourut l'assemblée, suivi d'un bref silence. Puis, à la surprise générale, ce fut Arthur Delorme qui s'avança le premier vers eux. « Mademoiselle Laurent, dit-il, s'inclinant légèrement, je dois avouer que j'ai eu tort de vous sous-estimer lors de la réunion du conseil. Votre vision pour l'hôpital, elle me rappelle celle du vieux Morel. » Élise sentit Théodore se détendre imperceptiblement à côté d'elle. « Merci, monsieur Delorme. J'espère que nous pourrons collaborer pour faire honneur à cet héritage. » La glace était rompue. Les invités commencèrent à circuler. Les conversations reprirent. Céleste, qui observait la scène de loin, leva son verre dans leur direction avec un sourire approbateur. « M'accorderiez-vous cette danse ?» demanda Théodore, alors que l'orchestre entamait une valse. « Je dois t'avouer quelque chose, » chuchota Élise. « Je ne sais pas danser la valse. » Il se pencha vers elle, ses yeux pétillants de malice. « Alors nous apprendrons ensemble. Après tout, n'est-ce pas ce que nous faisons depuis le début ?» Et là, sous les lustres étincelants du centre médical Saint-Clément, l'infirmière et le millionnaire commencèrent à danser, inventant leurs propres pas, créant leurs propres mélodies. Autour d'eux, le monde continuait de tourner, mais pour un instant, ils étaient seuls, unis dans leur valse imparfaite mais sincère. Le succès du gala dépassait toutes les espérances. Les dons affluaient, dépassant largement les objectifs fixés. Mais plus important encore, l'atmosphère avait changé. Le centre médical Saint-Clément n'était plus perçu comme un simple investissement des Morel, mais comme un véritable projet humanitaire, un pont entre différents mondes.
Une semaine après l'événement, Élise travaillait son service habituel, quand Théodore l'invita à le rejoindre dans son bureau. Elle le trouva entouré de plans et de documents. « Regarde ça », dit-il avec enthousiasme dès qu'elle entra. « Grâce aux fonds récoltés lors du gala, nous pouvons lancer le programme de soins à domicile dans tout le département. Et ce n'est que le début. » Élise s'approcha des plans étalés sur son bureau. Une nouvelle aile pédiatrique, avec une école intégrée pour les enfants en long séjour. Il leva les yeux vers elle. « C'était ton idée, tu te souviens? Cette conversation que nous avions eue au café Bellecour. » Elle sourit, touchée qu'il s'en souvienne. « Je ne pensais pas que tu m'écoutais vraiment ce jour-là. »« J'écoute toujours, » répondit-il doucement. « Tu m'as appris l'importance de ça. » Un coup à la porte les interrompit. C'était Sophie, légèrement essoufflée. « Élise, ta mère, elle est aux urgences. » Le cœur d'Élise fit un bond. « Quoi? Que s'est-il passé? »« Rien de grave, » la rassura rapidement Sophie. « Une chute légère. Le service de soins à domicile l'a amenée par précaution. » Sans un mot, Théodore se leva et prit sa veste. « Je t'accompagne. » Aux urgences, ils trouvèrent Marie-Laurent assise sur un lit d'examen, protestant vivement contre le fait d'être maintenue en observation. À la vue de sa fille, elle leva les yeux au ciel. « Ce n'est rien du tout, ma chérie. Je leur ai dit que je pouvais rentrer. »« Maman, » l'interrompit Élise, « laisse les médecins faire leur travail. » Marie remarqua alors Théodore, qui se tenait discrètement en retrait. Son expression changea subtilement. « Alors c'est vous, » dit-elle simplement, « l'homme qui a volé le cœur de ma fille. »« Maman, » protesta Élise, rougissant. Mais Théodore s'avança, un sourire respectueux aux lèvres. « Madame Laurent, c'est un honneur de vous rencontrer enfin. Votre fille m'a beaucoup parlé de vous. »« Ah oui !» Marie le regardait avec un mélange de curiosité et de méfiance maternelle. « Et que vous a-t-elle dit ? Que vous êtes la femme la plus forte qu'elle connaisse. Que vous avez travaillé toute votre vie pour lui offrir une éducation. Que votre courage est son inspiration. » Les yeux de Marie s'adoucirent. « Elle vous a vraiment dit tout ça ?» Chaque mot. Il s'assit sur une chaise près du lit. « Et je dois vous remercier, Madame Laurent. Vous avez élevé une femme extraordinaire qui a changé ma vie et celle de cet hôpital. » Marie regarda sa fille, puis Théodore, et quelque chose dans son expression se détendit. « Vous savez, j'avais mes doutes quand j'ai appris pour vous deux, notre monde et le vôtre. Les mondes changent, maman, » intervint doucement Élise. « Oui, ma chérie, je commence à le voir. » Elle tendit sa main vers celle de Théodore. « Mais si vous faites pleurer ma fille, je me présenterai personnellement à votre porte pour recevoir ma punition, » compléta-t-il avec un sourire sincère. Le médecin choisit ce moment pour entrer, annonçant que Madame Laurent pouvait rentrer chez elle, à condition d'avoir quelqu'un pour la surveiller cette nuit. « Je reste avec toi, maman, » déclara immédiatement Élise. « Non, non, » protesta Marie. « Tu as ton service demain matin. »« Je peux arranger ça, » intervint Théodore. « Sophie peut couvrir ta garde et... »« Certainement pas, » l'interrompit Élise fermement. « Pas de favoritisme, tu te souviens ?» Il la regarda avec fierté. C'était exactement pour cette intégrité qu'il était tombé amoureux d'elle. « Dans ce cas, » dit Marie avec un petit sourire malicieux, « peut-être que M. Morel pourrait venir dîner demain soir. J'ai une recette de gratin dauphinois qui fait ma réputation à Villeurbanne. J'en serais honoré, Madame Laurent. » En quittant les urgences plus tard, Élise serra la main de Théodore. « Merci d'être resté. »« Où ailleurs aurais-je pu être ?» répondit-il simplement. « Ta famille fait partie de ma vie maintenant, comme tu fais partie de la mienne. » Les lumières de l'hôpital brillaient doucement dans la nuit tombante, témoins silencieux de ces petits moments qui, jour après jour, tissaient la trame de leur histoire commune. Le printemps était revenu à Lyon, parant la rue des Marronniers de Bourgeon prometteur. Un an s'était écoulé depuis la première visite incognito de Théodore au centre médical Saint-Clément, et l'hôpital avait considérablement changé, tout comme ses occupants. Ce matin-là, Élise participait à une réunion du nouveau comité consultatif, une instance qui rassemblait personnel soignant, administrateurs et représentants des patients. Assise entre Sophie et un jeune médecin, elle écoutait Théodore présenter les derniers développements du programme de soins à domicile. « Les résultats dépassent nos attentes, » expliquait-il, projetant des graphiques sur l'écran. «
La satisfaction des patients a augmenté de 40% et les réadmissions ont diminué significativement. Et le coût, demanda Arthur Delorme, qui s'était révélé un allié surprenant dans leurs initiatives. Parfaitement dans le budget, répondit Élise, qui supervisait désormais le programme. Les économies réalisées sur les hospitalisations compensent largement les investissements. Après la réunion, alors qu'ils marchèrent dans le jardin intérieur, Théodore semblait pensif. « À quoi tu penses ?» demanda Élise, entrelaçant ses doigts aux siens. « À tout ce qui a changé en un an. » Il s'arrêta près de la fontaine, leur endroit préféré. « Tu te souviens de notre première conversation ici ? Comment l'oublier ? Tu te faisais passer pour un inspecteur. Le pire déguisement de l'histoire, rit-il. Mais il m'a permis de te rencontrer vraiment, pas comme l'héritier Morel, juste comme un homme découvrant un nouveau monde. » Élise sourit, se rappelant ses premiers moments. « Et maintenant ?» Il hésita, cherchant ses mots. « Maintenant, je me demande si tu accepterais de créer encore plus de changements avec moi. Que veux-tu dire ? Le conseil d'administration a approuvé la création d'une fondation indépendante pour gérer l'hôpital. Elle sera dirigée par un conseil mixte, professionnels de santé, administrateurs, représentants des patients. « C'est merveilleux !» s'exclama Élise. « C'est exactement ce que nous espérions. »« Oui, mais ce n'est pas tout. » Il se tourna pour lui faire face. « Je voudrais que tu en prennes la direction adjointe. » Élise se figea. « Moi ? Mais je suis infirmière, je n'ai pas... » « Tu as exactement ce qu'il faut, » l'interrompit-il doucement. « La connaissance du terrain, la vision humaniste, la capacité à rassembler les gens, tu l'as prouvé encore et encore cette année. Et mes patients, mes collègues, tu pourras garder des heures de service si tu le souhaites. Je sais que le contact avec les patients est important pour toi. » Il serra ses mains. « Ce n'est pas du favoritisme, Élise. Le conseil a voté à l'unanimité. Même Delorme a dit que tu étais la personne idéale. » Elle resta silencieuse un moment, assimilant la proposition. « Et nous, travailler ensemble à ce niveau sera un défi, admit-il. Mais nous avons prouvé que nous pouvions séparer le personnel du professionnel. Et puis... » Il sourit malicieusement. « J'aime l'idée d'avoir ma patronne à la maison. » Cette remarque la fit rire. Depuis 2 mois, ils habitaient ensemble dans un appartement près de la place Bellecour, à mi-chemin entre leurs 2 mondes. Sa mère venait dîner tous les dimanches, et Céleste passait souvent à l'improviste, prétendant vérifier si son frère mangeait correctement. « Il faut que j'y réfléchisse, » dit-elle finalement. « Bien sûr, prends ton temps. » Il l'embrassa tendrement. « Je dois retourner travailler. Dîner ce soir chez ta mère. Elle essaie une nouvelle recette. Elle dit que tu es son cobaye préféré. » Ils se séparèrent, chacun retournant à ses obligations. En marchant vers le service pédiatrique, Élise croisa Madame Dubois, venue pour un contrôle de routine. « Ah, ma petite !» l'arrêta la vieille dame. « Les perles vous vont toujours aussi bien. » Élise porta instinctivement la main à son cou, où le collier reposait. Elle le portait souvent maintenant, comme un rappel de tous ceux qui l'avaient soutenu. « Madame Dubois, » dit-elle soudain, « comment saviez-vous que ça marcherait ? Entre Théodore et moi, malgré toutes les différences... » La vieille dame sourit avec sagesse. « Ma chérie, quand 2 personnes partagent la même vision du monde, les différences deviennent des détails. Vous et Monsieur Morel, vous voyez au-delà des apparences. C'est rare et précieux. » Ces mots résonnèrent en Élise toute la journée. Le soir venu, sa décision était prise. Elle accepterait le poste. Non pas pour Théodore, mais pour tous ceux en quoi ils croyaient ensemble. Un monde où les barrières sociales s'effaçaient devant l'humanité partagée. Le jour de l'inauguration de la nouvelle aile pédiatrique du Centre médical Saint-Clément s'annonçait radieux. Les premiers rayons du soleil caressaient la façade fraîchement rénovée, où une plaque dorée brillait discrètement. Elle, Marie-Louise Morel, pour que chaque enfant trouve ici un second foyer. Élise, debout devant le miroir de leur appartement, ajustait son tailleur bleu marine. En tant que nouvelle directrice adjointe de la fondation, elle devait prononcer un discours. Théodore l'observait depuis le seuil de leur chambre. « Marie-Louise » demanda-t-elle, croisant son regard dans le miroir. « Ta grand-mère » Il s'approcha, posant ses mains sur ses épaules. « La femme du fondateur, oui. Elle était institutrice avant d'épouser mon grand-père. C'est elle qui l'a poussé à créer l'hôpital. » Il sourit doucement.
Elle te ressemblait beaucoup d'après les histoires de famille. Déterminée, passionnée, avec un don pour voir le meilleur chez les autres. J'aurais aimé la connaître, murmura Élise. Elle aurait adoré te connaître aussi. Il l'embrassa tendrement sur la tempe. Tu es prête? Elle hocha la tête, attrapant son sac. Dans l'ascenseur, elle sortit une dernière fois ses notes, relisant son discours. Tu n'en as pas besoin, dit Théodore. Parle avec ton cœur comme toujours. L'esplanade devant l'hôpital était noire de monde. Personnel médical, familles de patients, dignitaires locaux, journalistes, tous étaient venus pour l'événement. Sophie, rayonnante dans son uniforme d'infirmière, leur fit un signe enthousiaste. Près d'elle se tenaient Marie-Laurent et Céleste, discutant comme de vieilles amies. Arthur Delorme s'approcha d'eux, accompagné d'une jeune fille en fauteuil roulant. « Mademoiselle Laurent, Théodore, je vous présente ma petite fille, Clara. Elle sera l'une des premières élèves de l'école intégrée. » « Enchantée, Clara » sourit Élise, s'agenouillant pour être à sa hauteur. « Tu aimes l'école ?»« J'adore lire » répondit la fillette avec enthousiasme. « Papy dit que je pourrais continuer mes leçons même pendant mes traitements maintenant. »« C'est exactement pour ça que nous avons créé cet endroit » dit doucement Théodore. La cérémonie commença. Après les discours officiels, ce fut au tour d'Élise de prendre la parole. En montant sur l'estrade, elle croisa le regard de Madame Dubois, assise au premier rang, qui lui fit un clin d'œil encourageant. « Il y a 1 an, commença-t-elle, laissant ses notes de côté. J'étais une simple infirmière dans cet hôpital. Je croyais connaître ma place dans le monde, les limites de ce qui était possible. » Elle marqua une pause, son regard parcourant l'assemblée. « Mais j'ai appris que les vraies limites ne sont pas celles que la société nous impose. Elles sont celles que nous acceptons d'avoir dans nos cœurs. Cette nouvelle elle porte le nom d'une femme remarquable, Marie-Louise Morel, qui a su voir au-delà des conventions de son époque. Comme elle, nous avons rêvé d'un hôpital différent. Un lieu où les barrières entre soignants et administrateurs, entre riches et moins fortunés, entre différents mondes, s'effacent devant l'essentiel, notre humanité commune. Elle se tourna vers les grandes portes vitrées de la nouvelle aile. Derrière ces portes, des enfants pourront continuer à apprendre, à jouer, à grandir, même pendant leur traitement. Leurs familles trouveront le soutien dont elles ont besoin. Notre personnel soignant aura les moyens de faire son travail avec tout le cœur qu'il mérite. Mais surtout, poursuivit-elle, sa voix portant l'émotion, cet endroit sera la preuve vivante que le changement est possible, qu'une simple conversation dans un couloir d'hôpital peut déclencher une révolution. Que l'amour, sous toutes ses formes, l'amour du prochain, l'amour de son travail, l'amour tout court, peut transformer notre monde. Des applaudissements nourris accueillirent ces paroles. En descendant de l'estrade, elle fut immédiatement entourée par sa mère et Sophie, les yeux brillants de fierté. Théodore la rejoignit, glissant discrètement sa main dans la sienne. « Marie-Louise aurait été fière » murmura-t-il. Élise serra sa main, regardant Clara Delorme qui explorait déjà son nouveau domaine, suivie par son grand-père visiblement ému. Autour d'eux, le personnel et les invités commençaient à se mêler naturellement, partageant leurs espoirs pour ce nouveau chapitre de l'histoire du Centre médical Saint-Clément. C'était plus qu'une inauguration. C'était la célébration d'une vision devenue réalité, d'un amour qui avait transcendé les classes sociales, d'un héritage qui continuerait à grandir et à toucher des vies, génération après génération. Le soir de l'inauguration, après le départ des derniers invités, Théodore et Élise marchaient main dans la main dans les couloirs calmes du Centre médical Saint-Clément. Les traces de la célébration étaient encore visibles. Quelques ballons oubliés, des pétales de fleurs éparpillés, l'écho lointain des rires et des conversations. « J'aimerais te montrer quelque chose », dit Théodore, guidant Élise vers une partie de l'hôpital qu'elle ne connaissait pas encore. Ils montèrent jusqu'au dernier étage, puis empruntèrent un petit escalier qui menait au toit. Élise fut surprise de découvrir un jardin suspendu, aménagé avec des bancs et des parterres de fleurs. « C'était le refuge secret de ma grand-mère », expliqua Théodore. « Elle venait ici quand elle avait besoin de réfléchir ou de prendre des décisions importantes. La vue sur Lyon était à couper le souffle. Les lumières de la ville scintillaient sous le ciel étoilé, et la silhouette de la basilique de Fourvière se découpait majestueusement dans la nuit. « C'est magnifique »,
souffla Élise. Mais pourquoi me montrer cet endroit maintenant? Théodore la fit asseoir sur un banc en pierre, celui-là même où sa grand-mère aimait s'installer. Parce que c'est ici que tout a commencé, d'une certaine façon. Marie-Louise venait d'épouser mon grand-père, qui n'était alors qu'un jeune pharmacien ambitieux. Un soir, assise ici, elle lui a parlé de son rêve. Créer un lieu où les soins seraient accessibles à tous, où chaque patient serait traité avec dignité, quelle que soit sa condition. Il sortit de sa poche un petit carnet en cuir usé. J'ai retrouvé son journal dans les archives familiales. Regarde la date, 15 mai 1945. Elle écrivait « L'argent sans compassion n'est que vanité. La vraie richesse est celle qui se partage, qui guérit, qui unit. » Élise caressa doucement les pages jaunies. Elle était vraiment en avance sur son temps. « Comme toi », sourit Théodore. « Quand je t'ai rencontré, j'avais oublié ces valeurs. Je suivais le chemin tracé par d'autres, sans me poser de questions. Tu m'as rappelé ce qui compte vraiment. » Il se leva, l'invitant à faire de même. « C'est pourquoi je voulais t'amener ici ce soir, dans ce lieu qui symbolise les origines de l'hôpital et qui maintenant fera partie de notre histoire. » Le cœur d'Élise se mit à battre plus fort alors que Théodore mettait un genou à terre. « Élise Laurent, dit-il, sortant un petit écrin de sa poche, tu as transformé ma vie de la plus belle des façons. Tu m'as appris que l'amour véritable ne connaît pas de barrière, que la vraie noblesse est celle du cœur. Veux-tu m'épouser ?» La bague était simple et élégante, un solitaire monté sur un anneau en or blanc. Pas de diamants ostentatoires, ni de pierres précieuses multiples, juste une promesse pure et sincère, comme leur amour. Les larmes aux yeux, Élise s'agenouilla face à lui. « Tu es sûr? Ta famille, la société... » « Ma famille t'adore déjà, » sourit-il. Céleste a pratiquement commencé à planifier le mariage. Quant à la société, elle s'adaptera, comme cet hôpital s'est adapté, comme nous nous sommes adaptés l'un à l'autre. Dans ce cas, elle prit son visage entre ses mains. « Oui, Théodore Morel, oui, je veux t'épouser. » Il glissa la bague à son doigt, puis l'embrassa tendrement. Au loin, les cloches de la basilique sonnèrent doucement, comme pour bénir leur union. « Tu sais, » dit Élise après un moment, blottie dans ses bras alors qu'ils contemplèrent la ville, « ta grand-mère avait raison. La vraie richesse est celle qui unit. Et nous continuerons son œuvre, » répondit Théodore. « Ensemble. » Un vent léger fit bruisser les plantes du jardin, portant avec lui le parfum des fleurs nocturnes. En contrebas, les lumières du centre médical Saint-Clément brillaient doucement, comme autant de petites étoiles terrestres. Dans cet hôpital, leurs deux mondes s'étaient rencontrés, entremêlés et finalement unis en une belle harmonie. L'infirmière et le millionnaire avaient prouvé que l'amour pouvait transcender les classes sociales, que les préjugés pouvaient s'effacer devant la sincérité des sentiments. Leur histoire était devenue un symbole d'espoir, rappelant à tous que les plus beaux changements commencent souvent par une simple rencontre dans un couloir d'hôpital. Et c'est ainsi que le centre médical Saint-Clément continua à grandir et à évoluer, portant en son cœur non seulement l'héritage de Marie-Louise Morel, mais aussi l'amour transformateur d'Élise et Théodore, une preuve vivante que les plus belles histoires sont celles qui défient les conventions pour suivre la voie du cœur.